parler des génomes des virus géants qui sont isolés fréquemment ici à partir de cultures sur amide. Donc, Damien Scola, je crois, en tout début de semestre que vous avez fait, vous avez expliqué comment on isolait ces virus géants. Je vais vous faire juste un bref rappel et je vais davantage détailler le contenu, le génome et le contenu génique de ces grands virus. Donc, ce que Bernard vous a expliqué, c'est que ce virus, mini-virus, le premier virus géant isolé d'amide, a été découvert dans le laboratoire par Villarreau en 2003. Et donc, c'était à partir d'un prélèvement d'eau prélevé dans une tour aéro-réfrigérante au cours de l'investigation d'une épidémie de pneumopathie. Donc, ils avaient pu isoler ce virus en culture sur amide, sachant que ce qui était recherché initialement, c'était des pathogènes bactériens d'amide de type légionnaire. Alors, les particules virales, elles sont de taille importante et donc constituent en fait les plus gros virus connus à l'heure actuelle, puisqu'on a des particules virales qui sont de l'ordre de 500 nanomètres. Et donc, on a notamment ce à quoi on s'intéressait plus particulièrement, donc au sein du capsule glycosaédrique, le génome. Alors, ces virus géants, le premier connu, les mini-virus, a de suite été extrêmement étudié, puisqu'il représentait les plus gros virus connus à l'époque. Le plus gros virus qui était connu à l'époque était environ 150 nanomètres, et celui-là faisait 50 nanomètres par la taille de sa particule. Et par ailleurs, en fait, la taille de son génome était également plus grande pour les génomes viraux connus. Et vous voyez que aussi bien la taille des particules virales qui sont là était à peu près équivalente à celle, voire plus grande que celle de petites bactéries. Et par ailleurs, la taille du génome, le mini-virus qui se trouve là, est plus grande que la taille du génome d'une vingtaine de bactéries. Et donc par la suite, un nombre croissant de génomes de virus géants ont été isolés par culture sur amide. Et donc vous voyez quelques exemples ici en microscopie électronique. Et en fait, donc avec les protocoles utilisés dans Scola, il peut, à partir de prélèvements d'eau, isoler jusqu'à des virus géants jusqu'à 20% des prélèvements d'eau qu'on peut recueillir soit dans la mer, soit dans des prélèvements d'eau. Et donc finalement, d'autres équipes ont également isolé des virus géants, donc notamment sur les côtes du Chili, aux États-Unis, et ici au laboratoire, on a été notamment isolé Mamavirus, qui est une autre souche de mini-virus. Le premier virus de virus, qui a été nommé virophage, par analogie avec les bactériophages, et puis un autre virus qui se nomme Marseillvirus, qui est un petit peu plus petit que le virus, et qui, comme son nom ne l'indique pas, a été isolé à Paris, à partir de l'eau du tour aéro-réfrigéré. Voilà, donc ces différents mini-virus et Marseillvirus ont été classés aux côtés d'autres grands virus à ADN, qui comprennent notamment l'époxvirus et puis les ficonavirus qui sont trouvés dans des algues lunaires, qui sont fréquemment dans le monde, et puis également d'autres groupes de grands virus à l'époque. Alors le génome du mini-virus a été séquencé ici dans le laboratoire et analysé en 2004. Et la chose très particulière qui a été mise en évidence, une des particularités très impressionnantes, c'était que ce génome viral, au-delà de sa grande taille, contenait des gènes qui n'avaient jamais été retrouvés dans d'autres virus, notamment en fait des gènes qui codaient pour l'appareil de traduction en protéines, ce qui était très nouveau pour les virus. Et donc le contenu génique du génome du mini-virus, on a déjà environ 1000 gènes, donc 900 gènes dans l'analyse initiale du génome du mini-virus, qui fait 1 million de paires de bases. Et en fait, on peut classer les gènes qui contenus dans ce génome en 4 grands groupes. Le premier groupe, en fait, c'est les core genes, ce qu'on appelle les core genes. En fait, c'est un groupe de gènes assez limité, environ une quarantaine de gènes sur le millier de gènes du virus, qui sont des gènes retrouvés dans tous les grands virus ADN,
que l'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, ce sont des gènes qui sont communs à l'ensemble de ces grands virus ARN. Donc, au-delà de ce nombre assez limité de gènes, on retrouve, deuxièmement, des gènes dupliqués. Alors, des gènes dupliqués, ce sont des gènes qui sont représentés en bleu sur cette diapositive, et en fait, qui sont dupliqués, copiés. Et en fait, la copie de ce gène va avoir une évolution variable, soit il va être dégradé, soit il va devenir non fonctionnel, soit en fait il va complètement changer de fonctionnalité. Et il a été mis en évidence en 2005, il y avait un grand nombre de gènes dupliqués dans le génome du virus, cette représentait à peu près un quart de son contenu en gène. Le troisième groupe de gènes, ce sont des gènes transmis latéralement. Quand on regarde le génome du virus, c'était une analyse initiale défilée en 2008, on voit des couleurs qui représentent des gènes. Chaque point représente un gène, et donc la couleur du gène représente l'origine de ce gène. Donc on retrouve des gènes d'origine virale, qui sont finalement assez minoritaires, et puis beaucoup de gènes d'origine bactérienne et d'origine eucaryote. Donc finalement, on a des génomes mosaïques constitués de gènes d'origine différente, et on a une proportion importante de gènes qui ne sont pas d'origine virale. Et une des raisons pour lesquelles on a cette mosaïque de gènes est probablement le fait que ces virus se répliquent dans les amibes. Et en fait, dans les amibes, il y a également d'autres pathogènes, notamment des bactéries. Et donc, sur cette photographie qui a été prise au laboratoire, on peut voir dans une amibe trois pathogènes qui sont Legionella pamporti, Paraclamidia et Marseille virus, qui est un des virus dont je vous ai au laboratoire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le fait d'avoir plusieurs organismes, micro-organismes dans un même cellule haute, donc l'amibe, conduit probablement à pouvoir avoir des échanges de gènes. Et donc, dans le génome de Marseille unicellulaire, on trouvait une proportion importante, à peu près un quart des gènes, qui avaient été probablement acquis au contact d'autres bactéries, et également au contact du génome de la cellule haute. Et donc, on a un grand nombre de pathogènes bactériens, notamment, qui peuvent résister dans la vie, se répliquer, et donc qui peuvent être la source, le génome peut être la source de transfert de gènes vers le génome des virus géants, mimivirus et marseillvirus par exemple. Ce qui est représenté sur cette diapositive avec la ville, et puis on a d'un côté des bactéries qui peuvent infecter la ville, de l'autre côté des virus géants, les petits virophages dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui probablement peuvent jouer un rôle de transfert de gènes également comme les bactériophages. Et donc, cette coprésence, en fait, on parle d'autonomie sympathique dans la ligne de plusieurs pathogènes, peut conduire en fait à produire des virus chimériques géants avec un génome unique. Et le dernier groupe de gènes correspond à des gènes qu'on appelle des orphax. Des orphax, en fait, ce sont des gènes pour lesquels on n'a pas de similitude dans les banques de séquences mondiales. Et donc vous voyez que pour Acanthamoeba polyphaga, un mini-virus qui est représenté là, en fait, le pourcentage d'orphanes est d'environ 50% du génome de ces virus. Donc quand on essaie de comparer ces gènes à d'autres gènes déposés dans les banques de séquences mondiales, on ne trouve pas d'homologie significative. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose qui est extrêmement particulier chez les virus également, c'est la présence d'ARN messager. Dans la définition académique des virus, il est dit que les virus ont soit un génome ADN, soit un génome ARN. Et en fait, finalement, ces virus ont à la fois un génome ADN et également de l'ARN présent dans les particules virales. Et donc, différents ARN messagers ont pu être mis en ligne. Notamment des ARN messagers qui codent pour la toxine. Alors par ailleurs, parmi les gènes qui sont communs à ces grands virus géants, il y en a certains en fait qui codent pour ce qu'on appelle des protéines informationnelles, qui sont impliquées soit dans la transcription, soit dans la traduction. Et
il a été possible de faire des arbres phylogéniques, donc de comparer certains de ces gènes avec les gènes équivalents retrouvés chez des membres des trois domaines de la vie canonique, qui sont les bactéries, les eucaryotes et les archées. Et finalement, en fait, on avait une nouvelle branche représentée par l'analyse phylogénétique de certains de ces gènes, et donc qui pouvait constituer en fait, un quatrième domaine de la vie, ce qui était également extrêmement unique. Et en fait, on peut représenter par clustering hiérarchique également, en fonction du profil d'absence ou présence de certains de ces gènes informationnels, 4 domaines, et on retrouve les virus en rouge, les virus géants, bien à part, aux côtés des 3 autres domaines de la vie. Alors, pour finir, quelques mots concernant l'évolution des génomes de ces virus géants. Donc, nous avons étudié le génome de Mammavirus, qui est une autre souche de l'univirus, donc un virus très proche de l'univirus. Et en fait, son génome, on peut le voir sur son diapositive, il est un petit peu plus grand, mais il est extrêmement comparable, à l'exception en fait, majeure d'une zone là, qui est absente dans l'univirus et qui est présente dans Mammavirus. En fait, cette zone, elle est représentée là, très schématiquement. C'est une zone qui fait 13 000 nucléotides et qui est constituée de gènes dupliqués, fragmentés, et puis au milieu de séquences qui ne ressemblent à rien. Et en fait, ce qui avait été observé également lors de l'analyse d'un autre virus géant de provenance phagocytaire qui s'appelle Cafetaria rhodaniensis virus, qui a été isolé par notre équipe au Texas, aux USA, dans le milieu marin. Eh bien, ce qui avait été observé, c'est que la proportion de gènes dupliqués était extrêmement importante aux extrémités du génome. Vous avez en fait l'échelle du génome là. Et puis en revanche, en fait, les gènes qui étaient communs, donc tous ces gènes représentés par les couleurs, en fait, correspondent à des gènes qui sont retrouvés chez d'autres mini-virus. Et en fait, on avait une tendance à ce que ces gènes communs se regroupent au centre et que les gènes dupliqués, en mouvement, en quelque sorte, se positionnent sur les extrémités. Et ça, on peut faire la comparaison avec des génomes d'autres provirus ADN, qui sont les poxvirus, où on voit en fait une organisation commune pour qu'on compare 20 génomes de ce poxvirus, une organisation commune au niveau central, et puis la diversité se situe davantage sur les extrémités. Et en fait, il avait été certaines hypothèses avaient été posées sur l'évolution de ces génomes de grands virus ADN avec donc, un corps de gènes communs à l'ensemble de ces grands génomes en position centrale, et puis de la diversité, de la duplication, de l'acquisition de gènes d'origine non virale, davantage sur les extrémités. Et donc, pour vous illustrer également l'impact important de la duplication des gènes dans l'évolution des génomes de ces grands virus, il y a une publication qui vient de sortir très récemment dans Cell, en fait, qui explique comment a évolué un gène d'un poxvirus, ça a été fait au laboratoire, c'est pas vaccinal-virus, et donc un des gènes de ce poxvirus, en fait, est utile pour interagir avec des gènes des cellules infectées, des cellules buccales. Et donc, lors d'une expérience au laboratoire, on a mis les poxvirus en contact avec une cellule hôte à laquelle ce poxvirus n'était pas très bien adapté. Et en fait, ce qui a été regardé, c'est l'évolution du génome. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y avait une duplication d'un des gènes. Donc, le nombre de gènes a augmenté au sein de ce génome. Et ça a permis d'avoir un taux de mutation portant sur plusieurs gènes au lieu d'un seul gène. Donc, il y a une expansion du nombre d'un gène, ce gène particulier qui interagit avec la cellule hôte, une expansion du nombre de gènes. Donc, ça a permis en fait d'avoir statistiquement davantage de mutations. Et finalement, le gène qui comporte le point rouge, c'était le gène qui était le plus adapté à la cellule hôte. Et c'est le seul qui a été gardé finalement. Quand le génome a fini par trouver le bon gène, le gène le plus adapté, en fait, il s'est débarrassé de ce qui l'intéressait plus. Et donc ça fait un espèce de processus d'accord. Voilà. Et donc il y a également une expérience au laboratoire qui a été menée sur l'univirus,
je vous ai dit que ce génome faisait un peu plus de 1 million de paires de bases, il fait 1,2 mégabases initialement. Le génome séquencé fait initialement 1,2 mégabases. Et ce génome, dont je vous ai dit, enfin ce virus dont je vous ai dit, dans les amibes, il était dans son environnement naturel, au contact de pathogènes bactériens, il a été mis ici en culture au laboratoire, dans des amibes dans lesquelles il n'y avait pas d'autres pathogènes bactériens. Et donc ce qui a été observé, c'est une réduction de 15% de la taille du génome. Donc le génome, finalement, s'est débarrassé de tous les gènes qu'il n'utilisait pas et qui n'étaient sans doute pas utiles pour lui, puisqu'il était moins en compétition avec d'autres pathogènes au sein de la ville. Et ce qui a été observé dans un autre travail, c'est que ces gènes qui avaient été éliminés du génome du virus étaient les gènes qui initialement s'exprimaient le moins. Donc finalement, les gènes dont le virus n'avait pas besoin, dans ce milieu, dans cette amibe, dans lequel le virus n'était pas en compétition avec d'autres bactéries, et bien en fait, il les a éliminés. Donc voilà, pour finir, vous voyez que depuis la découverte de l'immunovirus, il y a eu un nombre croissant de travaux et de citations, respectivement à gauche et à droite, sur les virus géants, notamment les virus géants d'amibes. Et donc ce qui est réalisé au laboratoire, c'est une étude à grande échelle, un isolement déjà par Bernard Lascola des virus géants à partir d'amibes et maintenant d'autres protistes phagocytaires, donc environ une quarantaine de virus géants actuellement isolés. Et donc l'objectif ensuite, c'est de les séquencer complètement leur génome, et donc d'analyser le contenu en gènes, la fonction de ces gènes, leur origine, le répertoire, de définir précisément le répertoire, et puis en fait, de regarder en fait s'il y a de nouveaux gènes par rapport à tout ce qui a été décrit initialement. Voilà.